J'appris que ces sorcières particulières n'étaient pas natives du comté. Elles venaient d'un pays au-delà de la mer. Elles redoutaient la lumière du soleil et, la nuit, elles pourchassaient les hommes pour se nourrir de leur sang. Elles avaient la capacité de se métamorphoser et se partager en deux catégories, les sauvages et les domestiques. Les sauvages étaient des sorcières lamia à l'état naturel, dangereuses, imprévisibles, et ne ressemblant que fort peu aux humains. Leur peau était écailleuse, et elles avaient des griffes en guise d'ongles. Certaines se déplaçaient à quatre pattes, d'autres possédaient des ailes, un corps recouvert de plumes, et volaient sur de courtes distances. Au contact des humains, une lamia sauvage pouvait se changer en lamia domestique. Elle prenait peu à peu l'aspect d'une femme, tout en conservant généralement une étroite ligne d'écailles jaunes et vertes le long de la colonne vertébrale. Des lamias domestiques avaient parfois été amenées à adopter les croyances des humains. Elles cessaient alors d'être des pernicieuses et devenaient des bénévolentes, s'appliquant à faire le bien. Peut-être Meg était une bénévolente, peut-être l'épouvanteur avait-il eu raison de ne pas l'enfermer dans la fosse. Je m'aperçus soudain qu'il était tard, et je quittai la bibliothèque en courant pour prendre ma leçon, encore tout étourdi par ces révélations. Quelques minutes plus tard, Grégory et moi étions dans le jardin ouest, sous les arbres, à l'endroit où la vue sur les collines était dégagée, tandis que le soleil d'automne descendait à l'horizon. Je m'assis sur notre banc habituel et notai ce que l'épouvanteur me dictait, tout en marchant le long en large. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Nous avions commencé une leçon de latin. J'avais un cahier réservé à la grammaire et au vocabulaire, nouveau que mon maître m'enseignait. J'y avais écrit des listes et des listes de mots, et il était presque plein. J'aurais aimé l'interroger sur ce que je venais de lire et ne savais comment m'y prendre. J'avais enfreint la règle en consultant des livres interdits. Je n'étais pas censé prendre connaissance de son journal et je regrettais de l'avoir fait. Si je lui en parlais, il serait furieux. Ces pensées tournaient dans ma tête et j'avais de plus en plus de mal à rester attentif à la leçon. Par ailleurs, j'avais faim et j'attendais avec impatience l'heure du dîner. Généralement, mon maître me laissait libre en fin de journée. Or, ce jour-là, il ne me ménageait pas. Cependant, le soleil se coucherait dans moins d'une heure et l'essentiel de la leçon était terminé. J'entendis alors un son qui me fit grommeler intérieurement. Une cloche sonnait. Pas la cloche de l'église, non, c'était le timbre très particulier de celle qui annonçait nos visiteurs. Personne n'avait le droit de monter jusqu'à la maison de l'épouvanteur. Les gens qui avaient besoin de lui devaient se rendre à un croisement à la sortie du village et tirer la cloche pour l'avertir. « Va voir ce que c'est, petit », me dit-il avec un mouvement de menton. En temps normal, nous y serions allés tous les deux, mais il se sentait encore faible. Je partis sans précipitation, et dès que je fus hors de vue, je marchai à une allure de promenade. Le crépuscule approchait, on ne pourrait rien entreprendre le soir même, d'autant que l'épouvanteur n'était pas complètement remis. Ça attendrait le matin, de toute façon. Je m'informerai du problème et ferai un rapport détaillé à mon maître pendant le souper. Plus tard, je rentrerai. Moins j'aurai de leçons à noter. Le poignet me faisait mal d'avoir écrit. Le croisement entouré de saules, qu'on appelle dans le comté les arbres à osier, était un lieu lugubre, même en plein jour, qui me mettait mal à l'aise. D'une part, on ne savait jamais qu'on allait y me rencontrer. D'autre part, on ne nous appelait que pour nous annoncer de mauvaises nouvelles, nécessitant l'intervention de l'épouvanteur.
Un jeune homme m'attendait là, un garçon aux ongles sales, chaussé de grosses bottes de mineur. Il paraissait encore plus nerveux que moi, et il me débita son histoire à une telle vitesse que je n'y compris rien et le priai de répéter. Puis il s'en alla, et je retournai à la maison. Au pas de course, cette fois. L'épouvanteur était toujours près du banc, la tête baissée. À mon arrivée, il leva les yeux et me regarda, le visage triste. Je supposais que, d'une manière ou d'une autre, il savait déjà ce que j'avais allé lui prendre. Je lui transpis malgré tout. « J'ai de mauvaises nouvelles de Horsham, annonçai-je, hors d'haleine. Je suis désolée, c'est à propos de votre frère. Le docteur n'a pas pu le sauver. Il est mort hier, juste avant l'aube. L'enterrement aura lieu vendredi matin. » Mon maître poussa un profond soupir et resta muet plusieurs minutes. Embarrassé, je me taisais aussi. Que pouvait-il éprouver? Il ne s'était pas parlé depuis 40 ans, mais le prêtre était son frère et il avait sûrement de bons souvenirs de lui, du temps où ils étaient enfants, avant leur querelle. Au bout d'un moment, il soupira de nouveau, puis il déclara: « Viens, petit, autant d'idées de bonheur. » Nous mangeâmes en silence. L'épouvanteur touchait à peine à sa nourriture. Était-ce à cause de la mort de son frère, ou parce qu'il n'avait pas retrouvé l'appétit depuis sa maladie? D'habitude, il lâchait au moins quelques mots, ne serait-ce que pour me demander comment je trouvais le repas. C'était une sorte de rituel, car nous devions féliciter le gobelin domestique qui s'occupait de la cuisine. Sinon, il boudait. Ne pas s'exclamer que le dîner était délicieux, c'était s'assurer d'avoir du bacon brûlé au petit déjeuner. « C'est vraiment un excellent ragoût, dis-je enfin. Voilà longtemps que je n'en ai pas mangé d'aussi bon. » La plupart du temps, le gobelin était invisible, mais il prenait parfois l'apparence d'un gros chat roux lorsqu'il était content. Il se frottait contre mes jambes sous la table. Ce soir-là, je perçus à peine un léger ronronnement. Soit je n'avais pas paru assez convaincant, soit il se faisait discret à cause de la mauvaise nouvelle. L'épouvanteur repoussa soudain son assiette et se gratta la barbe. « Nous allons à Priston, » lâcha-t-il brusquement. « Nous partirons demain à la première heure. » Priston? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon maître évitait cette ville comme la peste. Il m'avait confié un jour qu'il ne mettrait plus jamais les pieds. Il ne m'avait jamais dit pourquoi. Et je ne l'avais pas interrogé, car lorsqu'il ne voulait pas donner d'explication, on le devinait fort bien. Ce jour-là, alors que nous étions à un jet de pierre de la côte et nous apprêtions à franchir la rivière Ribble, la haine de l'épouvanteur pour la cité ne nous avait pas facilité la tâche. Au lieu de traverser le pont de Priston, nous avons fait un détour de plusieurs lieues pour emprunter un autre pont. « Pourquoi ?» chuchotai-je, tant que je craignais pour cette question. « Je croyais que nous irions à Horsham pour l'enterrement. »« Nous allons à l'enterrement, petit, » me répondit-il d'un ton patient. « Mon idiot de frère était en poste à Horsham, mais il était prêtre. Quand un prêtre du comté meurt, on transporte son corps à Priston, et le service funèbre est célébré à la cathédrale. Puis, la dépouille mortelle est enterrée dans le cimetière attenant. Aussi, irons-nous là-bas lui rendre les derniers hommages. Ce n'est pas la seule raison. J'ai un travail à terminer dans cette ville maudite. Prends ton cahier, petit. Ouvre-le à une nouvelle page et inscris ce titre. » Je n'avais pas fini mon ragoût. J'obéis cependant sur le champ. Quand il avait prononcé les mots « un travail à terminer », j'avais deviné qu'il s'agissait d'une tâche d'épouvanteur. Je tirai donc ma bouteille d'encre de ma poche et la posai sur la table à côté de mon assiette. Une angoisse me prit soudain. Est-ce que cet éventreur que j'ai entravé...
Il s'est échappé? Nous n'avions pas eu le temps de creuser jusqu'à 9 pieds. Est-ce lui qui est à Preston? Non, mon garçon, tu as fait ce qu'il fallait. C'est une créature bien plus dangereuse. Je l'ai affrontée il y a 20 ans. J'y ai mis le meilleur de moi-même. J'ai dû ensuite garder le lit pendant près de 6 mois. J'ai manqué d'en mourir. Je ne suis pas retourné là-bas depuis cette époque. Puisque nous sommes obligés de nous y rendre, autant terminer le travail. Ce n'est pas un quelconque éventreur qui hante cette cité maudite. C'est un esprit ancien et particulièrement maléfique, appelé le Fléau. Il est le seul de son espèce. Sa puissance ne cesse d'augmenter. Il faut donc mettre un terme à ses agissements. Je ne peux me dérober plus longtemps. Je notai le Fléau en tête de chapitre sur une page vierge. Or, à ma grande déception, mon maître secoua la tête et bâilla largement. À la réflexion, cela peut attendre, déclara-t-il. Fini de manger, petit. Nous nous lèverons très tôt demain matin. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. Et ça note la fin du chapitre 2. À la prochaine pour le chapitre 3. Et désolé pour les bégaiements. Il est déjà 23h14 ici. Allez, bonne nuit.